Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir aujourd'hui avec mon associé Léa Évrard pour vous parler justement du pacte d'associés fondateurs. Euh, L'enjeu en fait et l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de décrypter avec vous euh, ce document de pacte d'associés fondateurs. Vous avez sûrement dû en entendre parler ou peut-être vous êtes déjà partie à un pacte d'associés vous-même dans votre entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter les enjeux derrière ce pacte, de regarder aussi dans le détail les principales clauses également du document et ensuite de parcourir et de voir ensemble comment on peut justement améliorer en tout cas la rédaction quand vous vous lancez dans un projet notamment d'entreprise. Euh, Peut-être rapidement, avant de rentrer plus en détail également du sujet, c'est aussi de vous parler en quelques mots du cabinet Lev Avocat qu'on a fondé tous les deux avec Léa. Euh, L'objectif du cabinet chez Lev, c'est d'accompagner tous les acteurs en fait, de l'écosystème tech sur tous les sujets autour des opérations de capital. Donc ça va à la fois des sujets de levée de fonds, de M&A, donc de rachat d'entreprise, de structuration du capital et également de résolution de conflits, notamment quand il y a des problèmes entre fondateurs pour trouver justement des solutions vers le haut. Peut-être que tu veux te présenter aussi en quelques mots, Léa, de ton côté. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Marc. Comme tu disais, Marc, nous, on est avocat spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs. On fait ça depuis pas mal d'années maintenant. Pour ma part, depuis une dizaine d'années. Et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs et plus généralement acteurs de la tech. Donc, on conseille aussi des acteurs de l'écosystème, des fonds d'investissement, des investisseurs, des accélérateurs, des startup studios, etc. Donc, au sens large en tout cas, mais principalement côté entrepreneur. Et donc, voilà, cette expérience année après année de tous ces acteurs-là font qu'aujourd'hui, on a une vision assez large du marché sur ces sujets-là, qu'on arrive bien à anticiper les sujets et que on met à profit, en tout cas, cette expérience au profit d'entrepreneurs qui le souhaitent sur des sujets qu'on a l'occasion de traiter tous les jours, en tout cas, sur nos dossiers euh, de levée de fonds et de sortie du capital principalement. Et de mon côté, Marc Fournier, je suis avocat inscrit au barreau de Paris, au barreau de New York. Comme Léa, en fait, je navigue depuis maintenant plusieurs années dans les sujets autour du venture capital et notamment donc, de tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs et des investisseurs dans le monde de la tech. Ça va à la fois donc, des opérations de levée de fonds, de rachat, d'intéressement au capital. Et ce que justement, nous, notre différence peut-être aussi avec Léa, c'est d'avoir une approche donc à la fois technique, cette expertise, où on est vraiment spécialisé sur tous les sujets autour du capital, comme on l'a dit, mais également aussi une approche humaine. On est un cabinet à taille humaine, on est hands-on, on va dire, avec Léa justement dans nos dossiers pour accompagner les deals de A à Z. Nous aussi, on a une approche où on a également une connaissance au-delà du monde du marché français, hein, également aussi un peu à l'international. Moi, de mon côté, je suis avocat inscrit au barreau de New York et donc c'est aussi comprendre et anticiper notamment les pratiques qui nous viennent de nos amis anglo-saxons. Typiquement, quand vous avez aussi des investisseurs étrangers ou qui souhaitent investir dans votre société, il y a aussi une approche culturelle à intégrer. Donc, c'est aussi en ça où on a cette approche duale avec Léa pour accompagner nos clients donc en France et également à l'international. Peut-être après cette petite page de pub, l'idée c'est aussi donc vous en parler un petit peu plus donc du pacte d'associés fondateurs. Sur l'ordre du jour, on vous l'a présenté, on vous a résumé ici sur cette slide les sujets qu'on va aborder. Pour les questions, on a prévu un petit temps à la fin, donc n'hésitez pas quand même à poser vos questions au fil de l'eau. Peut-être ça nous permettra comme ça avec Léa de redescendre tous ensemble la liste des questions et de clarifier les points que vous souhaitez. Euh, Peut-être commençons déjà par qu'est-ce qu'un pacte d'associés fondateurs? Encore une fois, on imagine un document, on va dire, euh, d'une trentaine de pages, poussiéreux, un peu ennuyeux, mais en fait, derrière tout ça, c'est surtout un document qui est essentiel pour encadrer votre relation actionnariale. Certains parlent de prenup, voilà, en référence au contrat de mariage aux États-Unis. C'est un peu ça, hein, quand vous allez vous associer, finalement, c'est également un peu un contrat de mariage, hein, vous allez signer avec vos associés.
Et du coup, dans ce pacte d'associés, l'idée, c'est vraiment un contrat qui vise à encadrer vos relations entre fondateurs. C'est essentiel parce que, en fait, quand vous devenez associé, vous êtes certes donc fondateur avec cette logique d'implication opérationnelle, mais également derrière, il y a cette logique d'association au capital. Et derrière cette logique d'association au capital, c'est bien évidemment, notamment pour beaucoup de fondateurs et d'entrepreneurs, derrière aussi indirectement votre patrimoine. Et donc, il faut encadrer et sécuriser justement tous les aspects, à la fois opérationnels, à la fois actionnariels, de votre relation. Et tout ça est inscrit justement dans un pacte d'associés. Alors, les points importants d'un pacte d'associés, c'est déjà, premièrement, c'est que c'est un contrat. C'est un contrat entre associés. Donc, c'est un contrat qui n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de certains entrepreneurs qui vivent sans pacte d'associés. Alors, on ne sait pas pendant combien de temps, mais en tout cas, ils peuvent vivre sans pacte d'associés. Euh, mais à notre sens, c'est pas un nice to have, c'est vraiment un must to have. Alors, c'est pas imposé par le code de commerce, c'est pas une obligation comme les statuts que vous devez rédiger quand vous constituez une société. Mais pour autant, c'est un élément qui est quand même essentiel avant de vous lancer dans le projet avec d'autres associés. Ouais, vas-y, hein. Là-dessus, je complète juste ce que tu dis, Marc. Clairement, il n'est pas obligatoire et comme tu le disais, nous, on voit des entrepreneurs qui n'en ont pas. Tu disais aussi justement jusqu'à quand ça va tenir. Nous, on est là aussi pour partager notre expérience au-delà du juridique et des clauses assez techniques qu'on va aborder après. C'est que parfois, voilà, on a des clients qui veulent avancer vite, faire l'économie aussi d'impact parce que il y a un coût, évidemment, il y a du temps à y consacrer parce que c'est un document sur mesure qui reflète en tout cas vos accords initiaux entre associés. Et le fait de ne pas en avoir, ben voilà, demain peut vous mettre dans une situation hyper difficile si jamais il y a une situation qui survient que vous n'aviez pas prévue et pour laquelle vous ne vous êtes pas mis d'accord à l'avance. La clause importante sur laquelle on viendra en détail après, on a prévu une slide spécifique pour cela, c'est la clause de leaver. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des cofondateurs et s'il y en a un qui quitte le navire pour une raison ou pour une autre? Bah, si vous n'avez pas tranché à l'avance ces points-là dans un pacte, et ce sont vraiment des sujets qu'on voit dans 100% des cas dans un pacte d'associés et pas dans des statuts, pour la raison qui sont publics, comme le disait Marc, c'est compliqué pour vous de vous mettre autour de la table quand il y a une situation qui survient qui peut être assez conflictuelle. Donc clairement, il n'est pas obligatoire, mais le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'en mettre un en place et peut-être de s'en tenir aux clauses vraiment les plus importantes qui vous sécurisent au démarrage de l'activité en tout cas. Exactement. Et donc, c'est pour ça que dans les enjeux autour du pacte d'associés, bah, comme disait Léa, vous devez déjà vous poser un certain nombre de questions avant de vous lancer, en tout cas dans un projet de constitution de société, et notamment bah, de mise en place d'un pacte d'associés. C'est s'interroger, de se dire qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure. Et donc, on vous a listé quelques questions. Il y en a, je pense, une dizaine d'autres, mais en tout cas, dans les questions essentielles, vous voyez, comme disait Léa, c'est qu'est-ce qui se passe si vous avez un fondateur qui quitte le projet en cours de route? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ce fondateur, il a 30% du capital dans votre société. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça implique? Même chose, comment rassurer les investisseurs sur la cohésion de l'équipe fondatrice? Vous venez de lancer votre projet, vous avez besoin de financement, vous allez commencer peut-être à avoir aussi un certain nombre d'investisseurs. Ils vont vous challenger sur votre BP, sur votre vision, sur votre capacité à aller chercher un product market fit, mais vous le savez aussi, ils investissent certes sur un projet, mais avant tout, ils investissent sur une équipe. Et donc, une manière aussi de rassurer vos investisseurs, c'est aussi de leur montrer que vous avez fait tout ce travail aussi en amont, euh, de, de, de questionner justement la répartition des implications, des engagements de chacun, et que tout ça est reflété dans un pacte d'associés. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, que les investisseurs également apprécient, parce que ça démontre une maturité entrepreneuriale des entrepreneurs à l'égard de leurs investisseurs. Et même chose, vous avez aussi la question de savoir quel niveau d'engagement attendre de chacun. Parce que souvent, on veut lancer le projet, mais quand on va commencer à rentrer dans le détail, c'est là où on va se demander où est-ce qu'on va placer le curseur, qui va être à 100%, qui va être à 80%, sur quel domaine technique on attend tel fondateur. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ce pacte d'associés, il faut le voir vraiment comme un instrument qui vise à protéger vos relations et surtout à vous aligner dès le départ pour que vous soyez
focus pour les 6, 12, 18 prochains mois, vraiment dans le développement de votre business. Et justement, ne pas, en tout cas, moins vous interroger en cours de route sur l'articulation dans vos relations où ça viendrait créer finalement du bruit et notamment de l'inquiétude ou une perte de confiance, alors que c'est des sujets que vous auriez pu en tout cas régler en amont lors de la rédaction d'un pacte d'associés. Hem et en tout cas, il faut également voir, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, hein, un pacte d'associés. Vous avez tout un processus, hein, de préparation, on va le voir, sur comment on va rédiger un pacte d'associés. Mais en tout cas, tout ce processus en amont, il faut le voir un peu comme une préparation au mariage. C'est-à-dire qu'on va vraiment se poser plein de questions. Vous verrez aussi comment nous on travaille, en tout cas avec Léa là-dessus, mais l'idée c'est que ce pacte d'associés, il est vraiment l'aboutissement d'une réflexion qui a été conduite pendant plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, et qui permet de bien cadrer en fait, vos relations, entre fondateurs. Et c'est comme le disait Léa, c'est un document qui est sur mesure et qui reflète pleinement, en tout cas, les règles que vous voulez fixer et non pas vous qui vous adaptez à un pack qui est déjà rédigé et qui finalement ne fonctionnerait pas, dans les mois à venir. Et je rebondis sur une question de Philippe. Merci Philippe pour votre question. Est-ce qu'il est possible de rajouter un pacte après la création de la société? Oui, tout à fait. C'est ce que je répondais là à cette question par écrit. Il n'y a pas de calendrier, en tout cas pour rédiger et signer un pacte. C'est un contrat entre vous. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Maintenant, les moments pendant lesquels généralement on négocie et on signe ce pacte, c'est à la création ou peu de temps après, parce qu'on ne veut pas être dans une période d'insécurité trop longue entre la création et les prochains événements où vous négocierez peut-être un pacte, par exemple une levée de fonds avec des investisseurs. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait un moment de flottement où, si jamais il se passe quoi que ce soit, il n'y ait pas de pacte en place. Donc, généralement à la création ou quasi simultanément à la création. Si vous n'en avez pas fait, vous pouvez en faire un, 3 mois, 6 mois, 9 mois après, il n'y a pas, évidemment pas de sujet. Vaut mieux rectifier le tir et le mettre en place. Et aussi, il y en a toujours un qui est négocié et le pacte, on dit qu'il est refondu et on remet tout sur la table au moment de vos opérations sur le capital. Si vous faites une levée de fonds avec des investisseurs, vous allez renégocier un pacte qui sera un pacte fondateur-investisseur avec des clauses qui seront évidemment euh, euh, qui bénéficieront aux investisseurs et votre pacte fondateur sera remplacé par ce nouveau pacte. Donc il y a des événements dans la vie de la société où ce pacte sera mis en place, mais il n'y a pas de, juridiquement en tout cas, il n'y a aucun, il y a pas de contrainte sur la date de mise en place de ce pacte. Mmh. Exactement. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est d'arriver en amont, avant de constituer la société. Si vous l'avez déjà constitué votre société, c'est pas un souci. On peut rectifier le tir, mais c'est vrai qu'idéalement, c'est de le faire en amont. Et même, retour d'expérience qu'on a eu avec Léa, c'est que souvent, parfois, on a des fondateurs qui viennent avec une idée en tête sur une répartition du capital. Mais en fait, en faisant tout ce travail justement de réflexion, d'interrogation, où on va challenger justement les fondateurs sur les attentes et implications de chacun, il arrive parfois que la table de capitalisation qui était pensée, imaginée au début, bouge entre-temps. Parce que, en fin de compte, on se rend compte que, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont changer et donc la table de capi qui était pensée n'est peut-être plus d'actualité par rapport à ce qu'ils projettent dans les 6 ou 12 prochains mois. C'est pour ça qu'il y a vraiment un travail important, sur les attentes de chacun et sur de créer de la frustration une fois que la machine est lancée. Donc, ce qu'on vous disait, hein, c'est important de cadrer tous ces points parce que vous avez sûrement, en tout cas, ces informations en tête, hein, le fait que les entreprises innovantes ou en tout cas les startups finalement n'aillent pas au bout, c'est principalement, alors oui, il y a une question de financement, mais aussi une question de conflit en fait entre fondateurs. Parce que les relations ne sont plus saines, parce que finalement on ne peut plus avancer ensemble. Euh, et le pacte d'associés, il est là en fait pour trouver une clé, pour trouver en tout cas une solution en fait à la sortie de crise. Et c'est ça en quoi justement il est important d'avoir un pacte d'associés pour éviter de créer justement un blocage à la fois de gouvernance, mais également un blocage ou un frein pour aller chercher des investissements auprès de d'autres investisseurs. Dans les objectifs à atteindre, on les a listés, hein, mais c'est un peu ce qu'on vous disait avec Léa, hein. Premier point, c'est s'aligner sur les engagements de chacun.
Deuxième, c'est préserver la stabilité du capital sur la durée, clarifier les rôles dès le départ, poser un cadre de gouvernance, envoyer un message de cohésion à vos investisseurs et surtout être transparent sur les attentes de rémunération. Ça, c'est souvent un point qui est peu abordé hein, quand on fait des pactes d'associés, mais on pose souvent la question justement avec Léa et de savoir comment vous voyez les choses sur votre rémunération future. Souvent, quand on lance un projet, il est rare que les fondateurs se rémunèrent. Et c'est important d'être aussi aligné sur ces sujets de rémunération parce que peut-être qu'un fondateur, lui, il est dans une logique de ne pas être rémunéré uniquement dans une période de 6 mois, alors qu'un autre est peut-être à l'aise de ne pas être rémunéré pendant 1 an et demi. Et ça, c'est important parce qu'à partir du moment où vous allez faire du chiffre d'affaires, va se poser la question de savoir quel est l'arbitrage qu'on fait en matière de rémunération. Et donc, c'est important justement d'être aligné dès le départ sur ce sujet-là. Ouais, tout à fait. Tu Et avais on a d'autres une points peut-être à rajouter, Léa? Ouais, alors on va y revenir. On a une question de Philippe qui nous demandait si on peut avoir une clause qui régit le prix de cession des actions entre associés dans le pacte. Et je vous répondais, Philippe, que tout à fait. Et c'est d'ailleurs l'objectif principal de cette clause de départ de fondateur qu'on appelle dans le jargon généralement clause de leaver, clause de promesse de vente. Et clairement, son objectif principal, c'est de figer le prix à l'avance en cas de survenance d'une situation de départ de l'un des cofondateurs. Donc la réponse, c'est clairement oui. Et c'est un élément fondamental qu'on veut voir figé dans le pacte pour éviter d'avoir cette discussion plus tard quand les relations ne seront plus les mêmes que celles du début. Et un autre point aussi à avoir en tête quand on dit clarifier les rôles dès le départ, parfois aussi, il arrive que vous souhaitez monter une société et vous avez aussi des business angels, vous avez un advisor là, qui est prêt aussi à prendre une part au capital en contrepartie de missions ou d'un accompagnement qu'ils vont vous apporter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'interroger, de se dire, OK, cet advisor à qui je vais peut-être donner dès le départ 5% du capital, quelles sont les garanties qu'il remplisse ses missions dans la durée? Et donc, c'est pour ça qu'avec Léa, l'objectif, c'est également aussi de challenger et s'aligner et s'assurer que tout le monde est bien aligné sur ces points et qu'il existe surtout des mécanismes de protection, notamment pour des advisors, pour s'assurer que dans le temps, il réalise des missions pour l'entreprise. Alors, est-ce que c'est de savoir dès le départ, vous allez lui donner les 5% ou est-ce que c'est un intéressement dans le capital dans le temps? Vous voyez, il y a des choses en fait qui existent, en tout cas en droit français, et qui peuvent être utilisées pour encadrer justement la relation avec un advisor si vous sentez qu'il peut y avoir justement une interrogation sur les missions qui seraient apportées dans le temps. Et je répondais là, je vous réponds, Philippe, à votre question qui est un petit peu liée à la précédente et qui peut être intéressante peut-être pour tout le monde aussi, où Philippe, vous demandiez si, au-delà d'un départ d'un fondateur, on peut avoir une clause qui permet, par exemple, de rééquilibrer le tour de table avec accord des associés. Et vous disiez une clause de prix, en tout cas, qui n'est pas forcément liée à un cas de départ. La réponse générale, hein, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, dans le pacte, on a une liberté totale. On n'a pas de contraintes juridiques, réglementaires, quelles qu'elles soient. C'est vraiment un contrat entre vous et vos cofondateurs. Dedans, on peut inscrire ce que vous le souhaitez. On a évidemment, et nous avec Marc, c'est ce qu'on voit de notre expérience, hein, des pactes qui, dans la très grande majorité des cas, ont les mêmes types de clauses, en tout cas les mêmes sujets à traiter. Clause de leaver, engagement des associés, non-concurrence, implication, exclusivité, etc. On a aussi parfois des choses un peu plus qu'on appelle exotiques parce que c'est vraiment du cas par cas et lié à une situation propre d'une société, de ses fondateurs. Donc dites-vous bien que on peut être hyper créatif et insérer dans le pacte ce que vous souhaitez et ce qui est nécessaire à la protection des intérêts de la société, des intérêts des fondateurs et mettre sur le papier tout ça. Donc la réponse, généralement, c'est oui, on peut mettre ce que vous voulez dans le pacte. Après, évidemment, il faut que ça tourne. Il faut que ce qu'on prévoit marche aujourd'hui, fonctionne demain s'il y a des opérations dans la société, s'il y a d'autres personnes qui rejoignent, s'il y a des investisseurs, etc. Mais sur le principe, oui, c'est tout à fait possible. On est vraiment dans de la liberté contractuelle.
Et après, nous, notre rôle de conseil, c'est également de vous dire voilà, quelles sont aussi les pratiques de marché en la matière et aussi bah, de faire parfois le tri parce que on peut avoir tendance à mettre en place beaucoup de mécanismes. Après, ça peut créer aussi une usine à gaz et le jour où vous souhaitez faire entrer de nouveaux associés, alors il n'y aura peut-être pas forcément une refonte du pacte hein, parce que c'est peut-être un business angel qui vient mettre un ticket dans votre société et qui va adhérer au pacte d'associés à ce moment-là, il faut aussi que le pacte tourne bien avec des investisseurs extérieurs. Donc, il faut trouver voilà, ce juste équilibre entre à la fois euh, une approche peut-être plutôt usuelle dans un pacte d'associés et cette approche où vous souhaitez mettre en place des mécanismes plus particuliers au risque de tomber dans un document qui, comme il est là, ne tournerait peut-être pas forcément bien ou pourrait créer en tout cas des situations, on va dire, assez exotiques et difficiles à adresser le jour où ça se met en place. Et pour finir peut-être sur ce point, Philippe, vous aviez une autre question, je vais peut-être y répondre en direct. Vous disiez, le fisc ne peut pas s'immiscer dans ce type de transaction régie par le pacte. Le fisc ne sera pas tenu par le pacte. Il peut tout à fait remettre en cause hein, ce que vous allez écrire dans votre pacte. Et c'est là que notre rôle de conseil à nous, avocats en corporate, et si besoin, avocats en fiscalité, sur ce genre de clause qui peut, dans certains cas, peut être complexe et nécessite un travail à quatre mains entre différentes spécialités. Oui, le fisc, demain, peut très bien vous dire ce montage, il tourne pas. Mais évidemment, comme tu le disais, Marc, c'est vraiment à nous de vous dire voilà ce que nous, on vous conseille de faire. Là, il y a une zone de risque, là, il n'y a pas de zone de risque. Là, il faut structurer plutôt les choses comme ci, comme ça. Mais sur le principe, on peut écrire ce qu'on veut sous réserve que, évidemment, nous, on vous dise bah, ça tient la route, ça tient pas la route. Et demain, le fisc est tout à fait libre de remettre en cause un contrat. Il peut très bien y avoir un contentieux sur une promesse de vente et un prix demain qui n'aurait pas été fixé selon ce que le fisc attendait. C'est tout à fait possible, hein, mais c'est notre rôle et notre job. Et nous, on est tout à fait au courant, en tout cas, de ces mécanismes-là pour vous dire, bah voilà, là, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Et c'est là que le devoir de conseil, en tout cas, de l'avocat entre en course. Et c'est vrai que là-dessus, c'est hyper important parce que, notamment sur les clauses qui sont sensibles, on va en parler, hein, notamment la clause de leaver, qui est un peu la clause essentielle dans un pacte d'associés fondateurs. Elle est importante parce que c'est elle qui permet justement demain, en cas de rachat de titres à une valeur nominale ou du moins décorrélée de la valeur de marché, c'est ce qui permet justement de documenter la transaction d'un point de vue fiscal sur la justification du prix de rachat. Demain, en cas de contrôle notamment de l'administration, pour comprendre pourquoi vous avez racheté justement des titres à une valeur nominale d'un fondateur qui est parti, alors que il y a une valorisation déjà qui a été crantée concernant la société à plusieurs millions. Le fait justement d'avoir des clauses qui sont détaillées, qui sont bien rédigées et qui sont très claires sur le prix de rachat en fonction justement de la nature du départ. Encore une fois, c'est la clause de leaver, on va y revenir, c'est un peu technique. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de faire le lien justement avec une justification d'un point de vue fiscal en cas de contrôle, notamment par l'administration. Sur les mécanismes du pacte d'associés, alors ce qu'on dit, hein, c'est quand le pacte d'associés devient le système de protection numéro un de votre entreprise. Encore une fois, l'objet d'un pacte, c'est d'aller couvrir euh, certain nombre de sujets qui sont assez vastes. On vous les a scindés en trois piliers. Vous avez déjà le pilier autour de la gouvernance, euh, un deuxième pilier autour des règles concernant les cessions d'actions, donc tout ce qui tourne autour du capital de l'entreprise. Et le dernier pilier, ça concerne les engagements des fondateurs. Si on prend le premier pilier autour de la gouvernance, la question donc, vous vous posez hein, forcément quand vous avez constitué une société est de savoir bah, qui est le président, qui est le directeur général de la société, quelles sont les règles en matière de nomination, de révocation. Donc tout ça, ce sont des règles qui sont détaillées dans les statuts. Et vous savez, quand on est président, directeur général, on peut donc prendre des décisions au nom et pour le compte de la société. Concrètement, aller signer un contrat commercial, aller signer, je ne sais pas, la vente d'un actif de l'entreprise, un contrat de travail. Enfin bref, tout ça, ce sont des décisions qui relèvent de la compétence des dirigeants d'une entreprise. Quand vous êtes plusieurs fondateurs, peut-être parfois il arrive que certains fondateurs n'ont pas un rôle de dirigeant dans la société, euh, ou voire même vous êtes plusieurs dirigeants. Et donc la question est de savoir
quand vous avez des décisions importantes à prendre pour la société, se pose la question, mais pourquoi ne pas mettre un système collectif dans la prise de décision? Et c'est pour ça que dans les sujets de gouvernance, il arrive parfois, vous avez dû entendre parler des sujets de board et donc de comités stratégiques. Souvent, quand on est entre fondateurs, on essaye un peu de simplifier les choses, mais la logique reste toujours un peu la même. C'est une prise de décision qui est collective pour des décisions qu'on qualifie d'importantes. Par exemple, demain, vous voulez engager, embaucher un nouveau commercial. À ce moment-là, on peut considérer que ce type de décision doit être prise à une majorité entre fondateurs. Et donc ça, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas, en tout cas, une décision qui soit prise, en tout cas, par l'un des dirigeants, sans concertation avec les autres et d'avoir justement une adhésion, en fait, aux décisions importantes de la société. Donc d'éviter d'avoir justement, un système, comme je disais, un peu d'inquiétude parce qu'il y a une décision qui a été prise et parce que l'un disait: «Bah, ça relève de ma compétence, je suis président» et l'autre aurait pu dire: «Oui, mais ça, c'est une décision qui est quand même importante, qui nous concerne tous, il faut qu'on la prenne, de manière collective» et donc ça, ce sont justement la clause de gouvernance qu'on vient détailler justement dans le pacte d'associés, fondateurs, où on vient un peu, bah, souvent, savoir est-ce que vous voulez mettre en place ce type de gouvernance et si oui, pour quelles décisions importantes concrètement vous voulez que ça s'applique? Ouais. Et ça, on peut parfois un peu sous-estimer aussi ces sujets-là, parce qu'on se dit, voilà, on va être d'accord, on sait comment on veut avancer, etc. Mais je te rejoins tout à fait, Marc, ces sujets-là, ils doivent impérativement être traités dans le pacte pour anticiper au mieux la gouvernance sur les sujets qui sont hyper stratégiques pour vous. On parle évidemment pas des sujets day-to-day opérationnels, hein, pour lesquels bah, les dirigeants auront les pouvoirs pour agir, mais sur des décisions qui ont un impact plus important d'un point de vue financier, par exemple, au-delà d'un certain montant, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue développement, est-ce qu'on va à l'international, est-ce que on recourt à tel financement, etc. Ça, c'est des points fondamentaux sur lesquels vous devez être aligné pour le bien de la société et sa pérennité. Et en plus, là-dessus, alors c'est intéressant parce qu'en fonction aussi, donc chaque fondateur a un parcours souvent bah, différent, une expérience un peu différente. Il y en a qui sont plutôt ingénieurs, il y en a qui plutôt commercial, voilà, chacun a un peu un rôle différent. Et surtout, avec le parcours fait que on a souvent identifié avec Léa le fait que bah, il peut y avoir aussi des attentes différentes. Il y en a qui sont plus ou moins éduqués sur le sujet, et il y en a qui se disent, bah oui, pour moi, ça me paraît, ça me semble naturel que ce type de décision soit prise d'une manière collective, alors que justement d'autres considère, bah non, j'ai une autonomie, je peux prendre ma décision, je suis président et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de clarifier dès le départ ces règles pour éviter justement de que survienne en tout cas, une difficulté, le jour où justement une décision est prise, sur les thématiques abordées. Heu et c'est la même on revient encore sur la métaphore un peu justement du mariage, hein, pour certains, ils considèrent que peut-être qu'ils peuvent acheter, une voiture sans l'accord de l'autre. Bon, c'est peut-être, c'est peut-être inhabituel, mais ça peut aussi, voilà, se présenter. Hem et donc, quand on est à plusieurs, il faut que, voilà, les décisions importantes soient prises de manière collective. Après, la question est aussi de savoir qu'est-ce qu'on appelle aussi une majorité, entre fondateurs? Et c'est là où on va regarder aussi un petit peu plus dans le détail et on va qualifier cette majorité. Une majorité à la moitié, aux 2/3 et cetera. C'est pour ça que tout ça se fait toujours au regard de la table de capitalisation avec la répartition, au capital de chacun pour qu'il y ait une vraie cohérence d'ensemble entre la gouvernance et la répartition du capital. Ça, c'était sur le volet gouvernance. Ensuite, vous avez le volet qui concerne les cessions d'actions. Alors, vous avez dû entendre parler, peut-être de certaines clauses comme la clause de lock-up, donc qu'on appelle incessibilité, de tag-along, de drag-along. Peut-être pas forcément rentrer dans le détail, mais l'objectif, en tout cas, de ces clauses, c'est vraiment d'assurer une stabilité du capital, notamment pour la clause d'incessibilité. Et en gros, vous avez compris, indique que pendant un certain nombre d'années, les fondateurs ne peuvent pas céder leurs actions sans l'accord, des autres fondateurs. Ça permet d'éviter de créer en tout cas des sujets ou des discussions autour d'une potentielle opération de vente des titres de la société. Vous venez de lancer l'entreprise, il y a un voilà, il y a un business plan, à atteindre, il y a des métriques à aller chercher. C'est pas pour au bout de 6 mois de commencer à se poser la question: «Est-ce qu'un tel,
doit ou peut aller céder justement ses titres à une autre personne avec qui on n'a pas forcément le contrôle. Et donc, c'est pour ça que vous avez ces règles qui sont prévues dans le pacte d'associés et qui sont primordiales. Sur le tag long, le drag long, encore une fois, c'est vraiment pour qu'il y ait aussi une cohésion d'ensemble entre les associés majoritaires et minoritaires et qu'il y ait aussi un comportement qui soit voilà, aligné, notamment si demain il y a une proposition de rachat de la société sur 100% du capital et éviter d'avoir des associés minoritaires qui peuvent bloquer ce type d'opération. Encore une fois, hein, comme le disait Léa, vous avez souvent, quand vous lancez en tout cas votre entreprise, vous êtes juste entre fondateurs, vous avez un pacte d'associés fondateurs, mais si vous avez besoin de financement et vous voulez chercher donc un financement extérieur auprès d'investisseurs, un investisseur, votre pacte d'associés, il va évoluer. Alors, soit on remet en place à chaque fois on appelle un pacte d'associés à chaque financement, hein, une série Seed, série A, série B. Hein, vous avez dû entendre aussi ces noms qui correspondent en fait à des étapes de financement dans la vie d'une entreprise, ou parfois en fait c'est une évolution du pacte où on va modifier en fait les règles existantes. Mais ce qui est en tout cas important, et nous on a à cœur en tout cas avec Léa, c'est déjà de mettre en place un cadre très clair en matière et autour des sessions d'action pour que le jour où vous avez besoin de faire entrer au capital un business angel, par exemple, qui met 20 000, 50 000 euros dans votre entreprise, vous ayez déjà des règles qui sont en place et qui cadrent la relation et qu'il n'y ait pas besoin de refaire un nouveau pacte d'associés dans son entièreté et qu'il y a déjà en tout cas des règles essentielles autour des sessions d'action qui encadrent la relation avec l'investisseur. Et pour finir peut-être sur ce Mhm. sujet, c'est pas toujours facile, en tout cas, de se projeter si c'est un pack que vous mettez en place au démarrage, par exemple, de votre activité, de se projeter dans un cas où on va vendre la boîte, où on a un acquéreur qui va nous faire une offre qui porte sur X ou Y% du capital. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? C'est pas toujours facile. Nous, on est là vraiment pour vous aider à vous protéger sur les cas qu'on voit et qui nous semblent fondamentaux, en tout cas, à purger dans le pacte, et à vous éclairer sur, ben voilà, si demain vous avez une offre d'un acquéreur, peut-être pas voilà, à 2, 3, 4, 5 ans, voilà comment vous pouvez vous sécuriser en tout cas. Essayer de trouver un accord, essayer de, si le capital social de départ, il est déséquilibré entre vous, s'il y en a un qui est ultra majoritaire, un qui est ultra minoritaire, ou s'il est équilibré et que vous avez chacun le même poids dans la prise de décision, vous alignez un maximum sur ces perspectives de sortie qui sont généralement à long terme, donc il faut voir loin. Ce pacte permet vraiment de vous protéger de ces situations-là. Il y a aussi pas mal d'autres clauses qui sont spécifiques et qu'on peut mettre en place dans certains cas. Là, c'est les clauses les plus classiques qu'on voit dans des pactes fondateurs assez classiques. Il y a aussi des clauses où bah, demain, si ça se passe moins bien ou pour une raison ou pour une autre, vous voulez avoir la possibilité de racheter votre ou vos co-associés, c'est possible. C'est des clauses de rachat entre vous, qu'on appelle aussi clause de buy-or-sell, où vous pouvez vous rachetez il y en a un qui propose un prix, l'autre peut soit accepter, soit vous racheter au même prix. Il y a pas mal en tout cas, juste pour vous ouvrir un petit peu les horizons de réflexion sur le pacte et sur ces clauses-là qui sont pour la plupart classiques, mais qui se réfléchissent en tout cas au cas par cas en fonction notamment de la répartition du capital social entre vous, de votre stade de maturité et de ce que vous envisagez de faire à l'avenir. Donc clairement, les sessions d'action, c'est très vaste comme sujet Mm. dans le pacte. On acte les grands principes, mais évidemment, en fonction de votre situation, il y aura des choses qui pourront être plus ou moins pertinentes. Voilà. Exactement. Et sur le dernier volet, donc on a tout ce qui concerne les engagements des fondateurs. Et donc vous savez, quand on a parlé justement des enjeux autour du pacte d'associés, on parlait notamment de s'assurer que les intérêts sont bien alignés entre les fondateurs et notamment que les attentes soient très claires. Tout ça, c'est plutôt justement reflété dans ce volet engagement et donc dans lequel vous allez retrouver des clauses d'exclusivité. Alors, est-ce que vous êtes à 100% dédié au développement de la société? Au contraire, c'est la moitié de votre temps et le reste de votre temps, c'est parce que vous avez une activité de freelance. Voilà, tout ça, ça se fait vraiment au cas par cas et sur mesure pour chaque fondateur. Vous avez aussi la clause de non-concurrence, hein, comme elle s'intitule, l'idée, c'est vraiment de protéger la société à la fois durant
les fonctions des fondateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler pour un concurrent tant qu'ils sont en fonction, mais également le jour où ils quittent leurs fonctions, où ils ne sont plus associés dans la société, hein. Donc ça, il y a ces clauses de non-concurrence qu'il faut absolument, en tout cas, faire figurer dans le pacte d'associés. Et vous avez aussi la clause de leaver, hein, comme parlait Léa, c'est justement un des mécanismes clés du pacte d'associés qui permet d'assurer et de sécuriser justement le capital en cas de départ d'un des fondateurs en cours, euh, en cours de projet. Euh, on l'a dit, hein, vous êtes trois fondateurs, vous avez chacun à peu près plus de 30% au capital. Et au bout de 6 mois, finalement, un des fondateurs ne fait pas l'affaire. Il devait être le CTO, il devait apporter voilà, toute la branche tech du projet. Ça ne fonctionne pas, il quitte le projet. Et se pose la question de savoir quel est le sort autour de ses parts, de ces 33, on va dire, qu'il détient dans la société. Et justement, avec ce mécanisme de lever, ça vous permet de pouvoir racheter en tout cas les titres de ce CTO qui quitte la société. Et donc, ça permet de reprendre voilà, 100% du capital pour les associés qui restent opérationnels. On vous a justement fait un petit focus sur la clause de lever avec Léa. Comme on le disait, hein, cette clause de lever, juridiquement, derrière, elle est structurée comme une promesse de vente des titres par un fondateur. C'est-à-dire que en tant que fondateur, vous, en fait, comment dire, vous acceptez par avance de vendre vos titres à telle personne, et donc ce qu'on appelle les bénéficiaires, hein. Souvent, c'est plutôt les autres fondateurs qui restent opérationnels ou la société. Et vous acceptez par avance de vendre 100% justement vos titres en cas d'événement déclencheur. Et donc, dans cette clause de lever, ce qui est essentiel en fait de retenir, c'est une promesse de vente. Donc, concrètement, que les autres personnes, les autres associés peuvent racheter vos titres en cas d'événement déclencheur. Et c'est justement ces événements déclencheurs qui vont déterminer justement le prix de rachat de vos titres. Donc, vous avez dû entendre parler des sujets, en tout cas des termes de good et de bad lever. Tout ça, c'est essentiel parce qu'en fonction de la nature de votre départ, le prix de rachat pourrait être différent. C'est vrai qu'on me dit parfois, en cas de bad lever, c'est-à-dire vraiment vous partez dans de mauvaises conditions, euh, on peut racheter vos titres à la valeur nominale, donc vraiment au prix de souscription de vos actions, alors qu'en cas de good lever, on peut racheter en tout cas vos titres à la valeur de marché. Alors, après, on ne va pas rentrer dans le détail à ce stade, bien évidemment, il y a plein de possibilités euh, qu'on peut prévoir pour affiner les choses. Mais en tout cas, dans l'esprit général, c'est de permettre en tout cas aux associés opérationnels restants ou à la société de racheter justement les titres, 100% des titres d'un fondateur qui quitte le projet. Et donc, vous avez ici la nature du départ, donc qui est de good ou de bad liver, et aussi souvent vous avez cette notion de calendrier de vesting. Je pense que c'est quelque chose que vous entendez et vous voyez fréquemment sur qu'est-ce que justement le calendrier de vesting. Ici, l'objectif, c'est également dans la fixation, dans la détermination justement de votre prix de rachat, c'est de prendre en compte la durée d'implication du fondateur dans le projet. Vous n'allez pas traiter de la même manière un fondateur qui quitte le projet au bout de 6 mois versus un fondateur qui quitte le projet 3 ans plus tard et qui, pendant 3 ans, du coup, a apporté énormément de choses dans le projet. Donc, pour ça qu'on tient compte et on met en place un calendrier de vesting, c'est-à-dire que vous allez acquérir des titres. Alors, vous les avez déjà, hein, ces titres, mais ça permet en fait de déterminer quels sont les titres que vous avez vestés. Donc, entre le moment où vous êtes justement euh, fondateur, vous avez signé le pacte d'associé, et le moment où vous quittez vos fonctions dans la société, ça nous permet justement de déterminer qu'est-ce qui a été vesté, qu'est-ce qui a été non vesté. Et ensuite, en fonction justement de ce calcul, ça nous permet d'appliquer un prix de rachat sur les titres vestés et non vestés. Encore une fois, on rentre encore plus dans le détail, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche aussi équitable par rapport à ce mécanisme pour également tenir compte de la situation de chacun, comme on le dit, en fonction de la nature du départ et également de la durée d'implication de chacun dans le projet. Mm. Tout à fait. Et comme on le disait au début, quand on vous présentait un petit peu les grandes lignes du pacte, on pense, nous, et c'est ce qu'on voit aussi de notre pratique hein, et du marché, s'il y a une clause fondamentale à avoir au démarrage entre cofondateurs, c'est généralement celle-ci. On fait beaucoup avec Marc au cabinet
de cas de départ de fondateurs qui peuvent se passer plus ou moins bien. Et on sait que les cas de départ qui se passent sans pacte et sans clause de leaver carré, bien réfléchi, structuré comme il faut, c'est toujours plus difficile et ça coûte souvent plus cher. Donc voilà, s'il y a vraiment une clause à retenir, c'est celle-ci. On vous a présenté ici les notions principales de cette clause. On peut évidemment pas tout balayer dans une heure de webinaire. Gardez en tête que ce sont des principes et des choses qu'on voit. Il y a évidemment un travail, comme on disait, sur mesure à votre situation. On a souvent des dossiers où ben, on a des fondateurs qui ne sont pas impliqués de la même manière, comme tu le disais, Marc, avec des contraintes, avec des statuts particuliers, etc. Donc, tout ça, ça s'articule vraiment autour des rôles de chacun, de ce qui est attendu et à votre situation particulière. Donc, le principe est celui que vous a décrit en détail, Marc, mais qu'il faut bien sûr apporter à chaque situation. Et vraiment, hein, c'est primordial d'avoir ce type de mécanisme dans un pacte d'associés. C'est pour ça qu'on recommande euh, toujours de mettre en place un pacte d'associés fondateur quand vous lancez votre entreprise. Parce que comme le disait Léa, sinon vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un fondateur qui part dans la nature. Moi, j'ai le cas d'un dossier où en fait vous avez une fondatrice qui est partie, qui a quand même 15% du capital. Et il y avait pas de pacte d'associés en place, il n'y avait pas de mécanisme de leaver. Et du coup, bah, les fondateurs restants, ils sont un peu embêtés parce que vous avez quand même 15% du capital qui est détenu par une personne et qui finalement, vous n'avez plus vraiment de prise. Et donc, ça pose toujours des questions bah, de gouvernance, hein. Ça bloque toujours un peu la prise de décision. Elle n'est pas fluide parce que cette personne ne répond plus aux emails ou ne vient plus forcément en assemblée générale. Donc, ça complique les choses. Et même chose vis-à-vis des investisseurs. Quand on va commencer à justement discuter de la table de capitalisation et qui vous interroge, mais qui est cette personne qui a 15% du capital? Voilà, c'est encore un caillou dans votre chaussure. Il va falloir encore justifier la situation et ça peut, alors parfois oui, parfois non, mais ça peut effrayer en tout cas certains investisseurs ou vous demandez de régulariser la situation avant qu'ils investissent dans votre société. Donc vous vous retrouvez à devoir discuter d'un potentiel rachat des titres à une autre valeur, ou en tout cas une valorisation peut-être intéressante pour la fondatrice qui a quitté les fonctions. Donc, tout ça il aurait pu être évité avec un pacte d'associés déjà mis en place, qui est bordé, et où en cas de départ, comme disait Léa, on aurait pu activer la clause et racheter finalement les titres peut-être à une valeur nominale. Et donc, vous voyez, hein, l'économie que parfois certains cherchent à avoir au début, bah, à l'arrivée, on peut parler d'un montant bien différent à la sortie. On a Euh, c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la clause de leaver, parce qu'on sait que, en tout cas pour des entrepreneurs qui n'ont pas forcément entendu parler de cette clause, c'est toujours un petit peu difficile de bien cerner les mécanismes. On est vraiment là pour répondre à vos questions. On a du temps pour un Q&A après. Mais sur la clause de leaver, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Peut-être aussi un point à avoir en tête, alors on parle du processus idéal, en tout cas c'est celui que nous on met en place au cabinet. Sur la manière de rédiger un pacte d'associés, il faut bien comprendre que la rédaction d'un pacte d'associés, c'est vraiment l'aboutissement de toute une réflexion qui a été menée en amont. Et donc c'est pour ça que ce qui est important aussi dans l'élaboration de ce pacte d'associés, c'est déjà d'avoir dans un premier temps un entretien. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on procède, un entretien avec chaque fondateur pour bien comprendre quelles sont les attentes sur le projet, comment il voit les choses, il voit justement sa relation avec les autres fondateurs. Et tout ça, ça vient justement nourrir une réflexion plus globale pour l'élaboration justement d'un pacte d'associés. Et donc, dans un premier temps, donc, c'est de mener justement ces entretiens. Nous, ce qui nous permet bah, de bien comprendre et peut-être aussi d'identifier peut-être des problèmes avant-coureurs hein, qui pourraient surgir dans le cadre d'une relation. Nous, ça nous est déjà arrivé de mener un travail justement de réflexion sur un pacte d'associés pour qu'en fin de compte, il y a un associé qui décide de ne pas s'impliquer dans l'aventure. Parce qu'on est rentré dans le détail, on a commencé à justement essayer de comprendre quelle sera l'implication de chacun. Et comme toujours, hein, il y a des sujets qu'on ne souhaite pas forcément aborder entre fondateurs, qui peuvent être un peu touchy, parce que
c'est peut-être un copain et vous osez pas forcément tout vous dire. Et nous, notre travail, c'est de jouer carte sur table et de mettre touchement tous ces sujets dans un document pour que vous soyez très transparent vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, première étape, c'est cette phase d'entretien. Deuxième étape, c'est justement un document de travail qui vient, en fait, c'est un one-pager hein, qui vient un peu synthétiser ce qu'on va mettre, justement, ce qu'on va intégrer dans le pacte d'associés sur la base des discussions qu'on a menées avec chacun d'entre vous, et également nous, par rapport à notre expérience. Donc, ça vous évite, comme c'est un document, le pacte d'associés qui fait une trentaine de pages, de vous envoyer tout de suite un document et de passer plutôt par une étape de synthèse pour qu'il y ait une meilleure compréhension et lisibilité, notamment sur les clauses et les mécanismes du pacte d'associés. Et une fois cette deuxième étape est menée, troisième étape, c'est la phase de la rédaction du pacte d'associés. Donc c'est là où en fait le chemin est balisé. On sait où est-ce qu'on va et on vient refléter tout ce qui a été dit dans un pacte d'associés. Alors après, il y a des points encore à finaliser hein, qu'on mène dans un dernier entretien. Mais en tout cas, souvent quand on arrive justement à cette étape de rédaction, on voit en fait tout ce qui a été créé, mené dans les semaines auparavant pour aboutir justement à ce document final qu'est le pacte d'associés. En tout cas, voilà comment nous on procède, hein. Il y a plein de façons et plein de manières, en tout cas, d'aborder ce pacte d'associés. Mais on pense que c'est ce qui vous permet, on va dire, d'être bien, bien à l'aise dans votre relation entre associés et vous mettre encore une fois sur les bons rails pour lancer votre projet. Je sais pas si tu avais d'autres points à rajouter, Non, d'ailleurs, Léa, j'avais pas là-dessus. d'autres points. C'est vrai que nous, on a éprouvé pas mal de procédés, en tout cas depuis 10 ans, pour mettre en place ces pactes. On trouve depuis un certain temps que c'est celui que Marc vous a exposé ici, c'est le plus efficace pour tout le monde. On a eu des cas, on est parti tête baissée parce que voilà, les clients voulaient avancer. Il y a toujours aussi un sujet de calendrier pour faire les choses vite, etc. Et on lance une rédaction d'impact. Puis en fait, à la réflexion, on se rend compte que les associés sont pas d'accord, que les sujets n'ont pas été abordés avant entre eux, qu'un tel a encore une activité résiduelle dans telle société, que la non-concurrence lui va pas, que celui-là va pas être à temps plein, etc. Donc il y a plein de questions qui surviennent après. Et au final, tout le monde perd du temps, ça coûte aussi de l'argent pour la boîte. Donc on trouve que ce processus-là a le mérite de mettre toutes les choses sur la table en amont vous de voir avec vos associés si vous êtes alignés. Et c'est hyper important que vous ayez ces discussions. Il y en a qui vont être plus ou moins faciles comme discussion, mais il faut les avoir parce que si vous les avez pas au début, elles surviendront à tous les coups hein, plus tard. Franchement, s'il y a un sujet que vous mettez sous le tapis et qui est quand même important et que vous ne le réglez pas au départ, à coup sûr, il va survenir. Ce sera pas bon parce que votre boîte aura, voilà, se sera développée, aura pris de la valeur, etc. Donc nous, on vous conseille d'avoir ces discussions qui parfois peuvent être difficiles au démarrage, d'acter les choses. Et ça, c'est notre rôle de vous conseiller et de les traduire juridiquement. Et on trouve que ce process a le mérite d'être transparent, clair entre vous. Nous, ça nous donne de la visibilité et on est efficace dans la rédaction des différentes versions du pacte. Et enfin, si demain vous avez besoin justement d'activer une certaine clause du pacte, comme par exemple la clause de leaver, vous avez une sérénité, parce que vous savez qu'en fait, il y a déjà des règles qui sont en place. Et donc, c'est une sérénité qui est hyper importante pour vous en tant qu'associé, mais également pour votre business. Parce que combien de fois on a vu justement des fondateurs qui sont pas forcément au clair sur les règles ou qui ont peut-être pas ce type de mécanisme de protection en place, qui vont être complètement défocus sur leur business, qui vont voilà, c'est normal, hein, on va dire, euh, voir un fondateur quitter l'aventure ou si finalement une relation actionnariale se passe mal, ça reste une aventure humaine hein, et donc il va falloir de toute façon l'aborder et y faire face. Mais le fait d'avoir déjà justement des mécanismes qui sont prévus, ça va vous faciliter la vie et surtout ça va impacter on va dire dans une moindre mesure votre business. Parce que le temps que vous allez en tout cas devoir traiter pour gérer la sortie d'un fondateur, forcément, c'est du temps en moins pour gérer les équipes, trouver de nouveaux partenariats et aller conquérir des marchés. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, que votre pacte d'associés, c'est voilà, votre boussole actionnariale, mais c'est ce qui vous permet, encore une fois, d'avoir cette sérénité en tant que chef d'entreprise.
Peut-être passons à l'étape Q&A. Ouais, bien sûr. Alors, il y avait une question à laquelle j'ai répondu sur le budget de la part de Mathieu. Donc, c'est vraiment, Mathieu voulait une fourchette. Je vous ai donné une fourchette indicative. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce que on est dans du cas par cas, hein. On ne réplique pas ce qu'on a fait chez un client, chez un autre. On fait tout ce process qu'on vient de vous décrire en détail pour aboutir à un pacte sur mesure pour vous. Donc c'est évidemment à prendre avec des pincettes, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut coûter, en tout cas de ce que nous on voit et de ce qu'on pratique au cabinet et ce qu'on peut voir autour de nous. Euh, Et ce qu'on voit aussi, alors ce qui est important, hein, alors, c'est vrai que vous dites qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, on prend le temps, mais encore une fois, tout ça ne se fait pas en 24 heures, hein, comme dit là, il faut que ça se décante, souvent en quelques semaines, le temps qu'il y ait aussi ces discussions entre vous. Et aussi tout le travail de pédagogie que nous, on a de notre côté, ça va vous aider énormément si demain vous êtes amené à lever des fonds avec des investisseurs, parce qu'on va rester encore toujours dans cette logique de mettre en place un nouveau pacte d'associés. Alors cette fois-ci, c'est pas uniquement entre fondateurs, ce sera aussi avec des investisseurs, mais vous allez retrouver en tout cas des mécanismes du pacte là qu'on a évoqué, et notamment sur la clause de leaver. Et donc le fait de faire tout ce travail justement en amont et de pédagogie, ça vous permet d'être aussi beaucoup plus familier sur ce type de clause. Et donc, dans vos négociations avec des investisseurs, alors peut-être ça fera l'objet d'un prochain webinaire et on pourra justement parler de ces sujets autour de la term sheet ou autre, mais on voit, nous, la différence entre les fondateurs qui sont éduqués sur ces sujets ou non. Et quand vous allez justement négocier votre term sheet, vous avez ceux qui restent focus uniquement sur la valorisation prémoignée de la société, ce qui est important, mais en fait, ceux qui sont aussi éduqués, en tout cas parmi les fondateurs, ce sont ceux qui justement comprennent les enjeux sur les autres clauses, en matière de gouvernance, en matière de cession d'actions, en matière justement d'engagement de chacun. Et c'est ce qui permet justement de faire la différence et de faire le tri justement entre les term sheets que vous pouvez recevoir d'investisseurs. Et donc, vous êtes également beaucoup plus, alors en position de force, c'est plus, tout va dépendre, on va dire, du contexte, hein, bien évidemment, mais au moins vous avez cette compréhension. Et par rapport à un investisseur qui fait ça tous les jours, ça vous évite peut-être d'être un peu baladé sur ces sujets forcément techniques. mm, Tout à fait aligné. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous? Profitez-en, on a encore quelques minutes. Mais sinon, on reste joignable. Vous pouvez trouver nos coordonnées dans le dernier slide que Marc nous partage à l'écran. Et si vous avez des questions, des choses qui vous viennent à l'esprit plus tard, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis. Ah, merci, c'était très clair. Merci Philippe, avec grand plaisir. Merci pour votre implication et vos questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut vous remercier tous les six, sept, euh, de votre participation. Et puis, on espère que ça a été utile. Et merci Marc. Merci à tous, merci Léa. Et voilà, si vous avez des questions, vous voulez recevoir les slides, ou vous l'avez à vous là, vous voulez qu'on revoie quelques petits points ensemble, envoyez-nous un message à Léa et moi. Vous avez nos adresses email ou sinon directement sur LinkedIn si c'est plus simple. On sera disponible et ravi pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.